caméra, il me dit « Stéphane, ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre, c'est juste fou. » Et des vagues, une houle quasiment toujours de 3-4 mètres au moins. Donc il vous arrête. Il nous arrête. Au début, on poste. fait une blague, c'est plus qu'au poste, et les militaires, et ensuite, ils nous prennent notre passeport. Quand quelqu'un te prend ton passeport, tout change. Et donc il se remplit à ras-bord, il est à fleur d'eau. Et là, il faut se mettre debout, prendre 2 écopes et écoper le plus rapidement possible pour faire remonter le bateau. L'Himalaya, vraiment, qui s'effondrait. T'accélères, tu prends des cailloux sur le toit du camion, comme ça, et tu roules. Bonjour et bienvenue dans Ma Valise, le nouveau podcast du média Expérience. Alors dans ce rendez-vous, on va parler d'aventure, on va parler de voyage, on va parler d'anecdotes avec nos 2 invités. Et alors juste avant de les présenter, je vais rappeler brièvement le concept. J'ai ici avec moi une très belle valise qui recueille en fait des objets qui nous ont été apportés par nos 2 invités. Ces objets, ils ont une histoire, ils ont des choses à nous raconter et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir tous les deux. Bonjour Violette. Bonjour. Je suis hyper heureux de te rencontrer, Merci, franchement. très contente d'être ici et de voir un petit peu tous les objets. Ouais. C'est super. Franchement, alors, Violette d'Orange, on l'a connue pour son Vendée Globe en 2024-2025. C'est la Benjamine, c'est la première à avoir réussi cette course, à avoir terminé cette course. Tu avais 23 ans. Ouais, c'est ça. Donc départ en fin 2024, arrivé en 2025 et 3 mois en mer, en solitaire. C'était une aventure complètement dingue. Début de la course 2024, fin de la course 2025, donc tu as passé le nouvel an sur le bateau. Nouvel an, Noël, ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup pour le nouvel an? Bah rien. Non, mais en plus j'étais au point le plus éloigné de toute civilisation. J'étais à peu près au point Nemo, au milieu du Pacifique, et j'essayais juste de traverser cette zone sans me mettre en danger et Ouais. de continuer et Que ça passe vite, quoi. garder le moral. Mais c'était un moment au final assez émouvant. J'ai appelé mes copains le soir du Nouvel An. Génial. Bon, et alors avec nous, on a également un monument de la télévision. C'est un homme à tout faire. Clairement, si ça devait être une voiture, ça serait un 4x4. Vraiment, moi, Pourquoi pas? j'aime bien parler de lui comme ça. Non, mais si, effectivement, puisque par exemple, un soir, on le retrouve à animer Top Chef et le lendemain, il est sur Pékin Express. Merci beaucoup, Stéphane Rothenberg, de venir C'est ici. un plaisir, Antoine. Alors, c'est vrai que là, on est avec une vraie aventurière. Moi, je suis rigolo à côté. Hein. Non, mais- 4x4, mais presque 2 villes. Et puis, effectivement, qui de temps en temps fait un peu tout terrain. Mais là, on a vraiment une vraie aventure. Parce que je ne sais pas si les gens. Il faut avoir fait un peu de voile pour se rendre compte de l'incroyable performance que tu as faite. Parce que c'est vrai qu'il y a quantité d'endroits où, si t'arrive quelque chose, personne ne peut venir te secourir sauf Ouais. les marins. Ouais. Il n'y a pas de bateau, la terre est trop loin. Et donc, toute une partie, le Pacifique Sud, tout ça, qui est une folie, il fait froid, etc. Tu es en danger permanent. La moindre erreur, tu es tout seul. La moindre erreur, le moindre problème, sauf miracle, un autre bateau de la course qui vient te rejoindre, c'est fini. Et ça dure, je ne sais pas combien de temps, c'est le Pacifique Sud. Le Pacifique, c'est un mois à peu Voilà, près. pendant un mois, tu es en danger permanent. Ouais, on peut appeler personne, il n'y a pas de réseau en plus. On a droit, on a l'accès satellite, donc on a quand même les réseaux où on peut appeler les secours. On a plein de balises aussi si jamais on est en détresse. Mais c'est vrai qu'il y a personne et notre sécurité, c'est les concurrents qui sont autour en fait. Ouais. Parce que tu sais, quand tu fais des traversées de l'Atlantique, t'as plein de routes maritimes, t'as plein de bateaux, t'as toujours un bateau. Mais le Pacifique Sud, personne n'y va, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Il n'y a rien à Il y a rien à très peu de livrer, il n'y a cas. rien à délivrer, il fait froid, ça doit être beau. Oui, c'est beau, c'est très beau. Donc ça, c'est du costaud. Hein. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir cette fameuse valise pour découvrir ensemble tous les objets qu'il y a à l'intérieur. C'est dingue, j'ai l'impression d'être un enfant un jour de Noël. Oh là là, bon. Alors, il y a pas mal d'objets, mais je voudrais commencer par celui-ci. Oui. C'est un logo, le logo du Pékin Express, évidemment. 15 janvier 2006. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 2006 Stéphane C'est la diffusion, parce qu'on est arrivé effectivement en 2005 en Russie, c'est le premier Pékin Express, c'est un format belge au départ. L'idée de base, c'est tu prends des gens, tu leur donnes 1 euro par jour et par personne, tu leur donnes un point d'arrivée tous les jours, à eux de se débrouiller en stop avec leur euro. Le dernier arrivé au bout de à destination est éliminé, et entre-temps, ils se débrouillent pour manger, ils se débrouillent pour dormir, et ils avancent. C'est un ancien vrai routard qui a fait ça. C'est un type qui, au départ, il regarde Amazing Race, qui n'est pas connu chez nous, qui est un jeu américain, il fait le tour du monde, où les gens ils font que des jeux, mais on les emmène quelque part, etc. Et il regardait ça, c'est un triomphe mondial, Amazing Race, hein, pas en France, mais il dit, mais c'est ridicule. On va faire un truc vrai, quoi. Ouais. Et il fait ce truc-là. À l'époque, il n'y a pas de GPS. L'iPhone n'a pas encore été créé. Et donc, on part vraiment à l'aventure en Russie, qui vient à peine de s'ouvrir, en Mongolie et en Chine, pareil, qui est très loin de la Chine d'aujourd'hui. On ne savait pas ce que ça allait faire. Le programme a commencé un dimanche après-midi. Parce que même la chaîne n'était pas sûre d'y croire.
Et ça marche tellement fort que les dernières émissions sont en prime. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des scores, on monte chaque semaine, Génial. chaque semaine, chaque semaine. Et puis voilà, 22 ans plus tard, enfin 22 saisons plus tard, on est toujours là. Comment vous avez été choisi après? Parce que c'est quand même incroyable comme métier, hein. Alors moi, je l'ai refusé en plus au départ. M6 m'appelle, je suis à M6 depuis 3-4 ans. J'ai fait, au départ, je suis au magazine et on m'appelle en disant, écoute, on a ce jeu-là. Bon, je sens globalement qu'ils me donnent ça parce que j'ai pas grand-chose à faire. Moi, je veux dire, je vais pas animer un jeu. Et franchement, j'y suis allé pour le voyage. Ouais, tu Le voyages beaucoup programme. Moi, à j'étais l'époque? reporter avant. Ouais. Donc, quand tu es reporter, tu voyages, mais je voyage comme un reporter. Donc, j'avais déjà fait pas mal de fois la planète, journaliste automobile, donc j'essayais des voitures. Ouais. Donc voilà, bon, mais tu as des constructeurs dans le monde entier, donc j'avais beaucoup voyagé. Mais là, on est dans quelque chose de très différent. Et donc, c'est le voyage qui m'a intéressé. Le programme, franchement, ça me disait rien. Animer un jeu, ça me disait rien. La première étape, c'était Pskov, à la frontière avec l'Estonie, Russie-Estonie. Enfin, on parle de la Tour Eiffel, mais c'était pour l'image. On est vraiment parti de Pskov, Moscou, première étape. Et donc, j'attends les candidats, au bout de 4 jours, je crois, sur la place rouge. À l'époque, on les avait pas, ils n'avaient pas de tracker. Donc, j'avais des assistants aux 4 coins de la place rouge avec le truc. On attend, mais on n'a pas de nouvelles depuis 3 jours. Ouais. Un petit peu comme les premières courses en Ouais, c'est vraiment l'aventure, quoi. On ne sait pas s'ils vont arriver. Ils arrivent. Et finalement, avec peu d'écart les uns après les autres. D'ailleurs, je rate le premier candidat. Enfin bref. Mais bref, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et là, les caméramans, beaucoup, je les connaissais. Et il y a des caméramans, ils se posent. Je ne les ai pas vus 3 jours, 4 jours. À la fin du plan, tu vois, ils font l'arrivée des candidats. Ils posent la caméra. Ils me disent, Stéphane, ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre, c'est juste fou. Et je me dis, oh là, eux Il qui y a un ont truc. tout fait. Ouais. Ils avaient, tu vois, on avait plein de reporters différents. J'ai dit, tiens, si des gars comme ça, qui ont tout fait, tu sais, c'est souvent, si tu veux un bon retour sur un programme, souvent tu demandes la technique. Alors c'était très dur, très compliqué, on s'est fait arrêter, on avait plein de problèmes. Mais voilà, puis ce programme est toujours là. Donc, Ah, c'est génial. c'est qu'il y a un truc. Ouais, mais Voilà. ils t'ont dit quoi, les cadreurs, quand ils sont revenus et qu'ils t'ont dit... Alors, ils étaient effrayés. Globalement. Parce que c'était une folie, parce Ouais. qu'effectivement. Alors maintenant, on est beaucoup plus proche d'eux. Mais à l'époque, ils partaient vraiment comme ça, avec les Génial. candidats, tu vois. Et c'était. Et ils étaient impressionnés. Alors certains ont eu peur. En disant, mais c'est de la folie, parce que la Russie, les gars un peu bourrés, les gens qui roulent sur la route, c'est une folie furieuse qu'on n'a pas l'habitude chez nous, beaucoup de gens qui ont des armes dans le coffre, etc. Et plus on s'est avancé, plus ça a été exotique. Mais non, ils étaient fascinés, impressionnés, heureux. T'en as qui veulent pas le L'aventure faire. humaine et tout. T'en as qui veulent pas le Ouais, faire. Hein. ouais. D'abord parce que c'est loin de chez soi longtemps. À l'époque, on partait 55 jours. Donc, c'est rien par rapport à toi, mais Ok. c'était quand même, tu vois, une épopée. Il y a des gens qui sont accros à ce programme. Alors, on a une base de fans, on sait. Tant mieux. Hein. Alors maintenant, ils ont vieilli parce que tu as des gens qui ont regardé ça quand ils avaient 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans et qui ont maintenant. Bah ouais, 5 je ans. me souviens, 15 janvier 2006, ça remonte hein, quand même. Hein. Ben oui. Ça fait 20 ans qu'elle est Ça fait produite 20 ans, l'émission. ça fait 20 ans qu'elle est produite. Bravo. Oui, alors effectivement, alors ça on n'imaginait pas hein, Ouais. que ça durerait aussi longtemps, personne. Hein. Mais écoute, ça tient. Malgré les difficultés, malgré quelques problèmes où parfois la chaîne a eu un peu peur. Alors on a beaucoup augmenté la sécurité. Ouais. On était un peu naïf les premières années. Notamment quand on a été en Amérique latine ou des choses comme ça. On s'est quand même fait arrêter, on a eu quand même plein de problèmes, on a eu plein de soucis. Cette saison qui va arriver là dans quelques mois, on a eu plein de soucis aussi, mais ça fait partie du programme. Ouais. Voilà. Et toi, Violette, ça te dirait de la faire, le Pékin Express Oh, toi ouais, je me C'est suis vrai regardé cette émission quand. On t'a déjà proposé Quand de participer comme ça à des émissions ou... Ouais, j'ai déjà eu plusieurs propositions, mais c'est vrai que ça, c'est. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est quand même une vraie aventure, un vrai défi, quoi. Oui, clairement. Ouais. Là, ils se retrouvent comme ça, dans des endroits complètement paumés, à devoir trouver des moyens de se déplacer. Enfin, je trouve que c'est génial, quoi. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte, mis à part Australie, Amérique, le stop marche partout. Ouais. Mm. En Amérique et Australie, il est factuellement interdit, ce qui nous a posé quelques problèmes, ce qu'on a fait là-bas. Ouais. Tu as le droit de le faire depuis les stations-service. Ce qui, bon, alors nous, on n'a pas respecté ça. Ce qui fait qu'on se faisait beaucoup arrêter par la police. Ouais, ouais. C'est très compliqué. Bon, ouais. On se rend compte que les gens sont généreux partout, gentils partout, Mm. accueillants partout. Alors, il y a des exceptions, il y avait de la méfiance. En Russie, la première année, les gens appelaient quand même parfois les services secrets parce qu'on était dans des villages qui avaient pendant très longtemps été fermés même à l'intérieur de la Russie, au public, des villages stratégiques, on fabriquait des armes, oui. des camions, etc. Ils étaient ouverts depuis 10-15 ans, mais il n'y avait jamais de touristes. Ouais, ouais. Voir arriver des C'est étrangers. complètement nouveau. C'est Alors, on était complètement, très souvent dénoncés par la police. Bon, ça nous arrivait souvent. Ça fait Réflexe. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est arrivé dans quelques pays où, par peur, dans les villages, tu demandes autorisation au chef.
Ça, on s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire que dans plein de villages, pas qu'en Afrique, ça va aussi en Amérique latine, ça va aussi en Asie, dans certains villages très reculés, quand les candidats demandent d'agiter le couvert, eh ben, on va parfois demander au chef du village, etc. Bon, ça dépend un peu des ethnies, Des ça dépend un peu de autorisations, ouais. Ouais. de l'organisation sociale. Enfin, tu apprends plein de choses sur le Très bien. monde en voyageant. Ça, C'est c'est génial. Génial. Bon, moi j'ai pris un deuxième objet là. Je suis assez étonné. Je m'attendais pas à voir ça. C'est une bouteille de liquide vaisselle. Et je crois que c'est toi qui l'as ramené, Violette. Ouais, j'adore le liquide C'est quoi vaisselle. l'histoire derrière ça? J'adore le Non, liquide vaisselle. non, pas du tout. Non, c'est juste, c'est, une petite anecdote. Hem, En fait, en mer, ça m'est arrivé, enfin, je l'ai raconté dans mon livre, dans mon carnet, ça m'est arrivé de me laver les cheveux au liquide vaisselle. Non. Parce que quand on est en mer, on est dans des, enfin, forcément, il faut s'imaginer, c'est un bateau qui est assez grand, qui fait, à peu près jusqu'à 20 mètres, mais dedans, il y a rien. Enfin, il y a tout un espace à l'avant qui est dédié juste, pour, stocker les voiles, et puis il y a l'espace de vie où il y a pas de toilette, pas de chambre, il y a rien. En fait, c'est un matelas qui est posé par terre, c'est un petit bleuet, pour faire à manger où on fait juste C'est quoi ce que chauffer de t'appelles l'eau. un bleuet? Un bleuet, c'est un petit réchaud à gaz, en Ouais. fait, de camping, quoi, et en fait, on fait juste chauffer de l'eau qu'on met dans des lyophilisés pour, manger, le plus rapidement possible. Et la douche, c'est avec un seau d'eau de mer, Ouais. et après je me rince les cheveux avec de l'eau désalinisée. Donc j'ai 2 désalinisateurs à bord de mon Ah, t'as bateau, quand même ça. et j'ai quand même ça pour me produire de l'eau douce, et donc par jour, j'essaye d'en produire à peu près, 8-10 litres, et donc pour se laver les cheveux, ça c'est toujours avec de l'eau salée. Et je me suis rendu compte d'un truc, et c'est juste une petite anecdote, c'est que en fait, à force, de se laver les cheveux avec de l'eau salée, et je pense que dans l'eau, Les abîmes. bah oui, et puis dans l'eau désalinisée aussi, il doit y avoir je sais pas exactement, il doit y avoir des composants un peu différents qui fait qu'avec ça rince pas bien le shampoing, et du coup, je me suis retrouvée avec les cheveux pleins de shampoing au bout de 2 mois, je crois. C'était au bout d'1 mois ou 2 mois, je sais plus, et la seule solution pour enlever le shampoing, peut-être le silicone qu'il y a dans les shampoings, C'était le c'était, pec citron. le Pec Citron, et ça C'est marche. génial. Violette d'Orange, Voilà. c'est là vos pecs citron. Voilà. Ah, Désolé Non, pour mais cette. c'est pas toujours, c'est de temps en temps, mais c'est, ouais, la petite anecdote. C'est génial. Non, mais c'est le système D. T'as d'autres petits systèmes D comme ça que t'as trouvé pendant ton Bah, Vendée Globe? système D, il y en a plein. Par exemple, le matelas, il est en U, parce que Ouais. comme le bateau va bouger énormément, on fait quelque chose, pour que, en fait, la plupart du temps, le bateau était gîté sur le Vendée Globe, et Donc c'est JT, vraiment, ça veut dire qu'il penche il il penche penche, vraiment sur le donc tout côté. notre habitacle est vraiment penché, et donc on a des matelas qui sont en U comme ça. Là, dans les derniers bateaux, ils commencent même à s'attacher quand ils Ah dorment. oui. Moi, je me souviens que j'avais un oreiller, qui a été fait sur mesure, et quand je l'ai vu, je me suis dit: «Je vais jamais réussir à dormir dans un truc comme ça, ça prend toute la tête», et en fait, c'est un truc en U qui remonte jusque-là, et en fait, c'est pour pouvoir vraiment se détendre les cervicales, quand le bateau bouge très fort et que c'est dur de se reposer. Donc il y a plein de petites astuces comme ça de vie à bord du Et bateau. comment on dort concrètement? Enfin, quand il y a par exemple une tempête, enfin, quand il y a des énormes creux de vagues, etc. Tu arrives à bien dormir? Tu arrives à, je veux dire, à lâcher prise, justement, pour te dire, OK, là, je ferme les yeux, je m'endors Bah, et je me réveille dans une c'est heure? dur, c'est dur. En fait, on va pendant les 3 mois, j'ai dormi par petites siestes d'1 heure, on va dire. Parfois, j'ai pu faire jusqu'à 2 heures si vraiment, tout allait bien, et je mettais des alarmes pour me réveiller s'il y avait un Oh là. problème, et donc on dort autant de jours que de nuits, et quand il y a des phases de tempête, la phase compliquée, c'est la phase, où le vent monte, où là, il faut réduire la voile petit à petit au bon moment, et puis parfois le vent monte d'un coup, et puis parfois il met plusieurs heures à monter. Donc des fois, on est en attente, et on peut attendre une journée comme ça que le vent monte, et on a perdu une journée de sommeil. Ouais. Hem et il faut trouver le bon moment pour dormir, et après, une fois que la tempête est là, il faut arriver à dormir, parce que là, il y a plus rien à faire, il faut juste continuer d'avancer. Mais par contre, il faut rester vigilant, et c'est cette hypervigilance qui est dure à gérer, À parce qu'il tenir. y a des moments où, en fait, on a une angoisse un peu, présente tout le temps, quoi. Violette, toi, par exemple, donc, tu as traversé, enfin, tu as fait le tour du monde, mais par la mer. Est-ce que tu vois la mer changer, justement? Comme Ouais, comme les paysages peuvent changer, ouais, est-ce quand est-ce même. que est-ce que tu vois la mer comment ça change? Est-ce Bah, que c'est la couleur? Est-ce que c'est son Par exemple, dans la traversée de l'Atlantique, il y a le Poteau Noir. Le Poteau Noir, c'est une zone, ça fait équatoriale. peur comme nom. Ouais, bah, c'est qu'en fait, dans le temps, c'est une zone équatoriale où le vent, il fait n'importe quoi. Il y a une grosse zone
de convergence des vents, donc il y a pas de vent et c'est très instable. Et dans le temps, les anciens bateaux se plantaient dedans et ils pouvaient mourir parce qu'ils restaient bloqués dedans. Ils n'arrivaient pas à en ressortir tellement il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, on traverse ça, ça peut durer une journée comme ça peut durer 3 4 jours. Et ça, c'est un endroit qui change radicalement. Enfin, vraiment, on passe de conditions antillaises, on va dire, caribéennes, où il fait chaud, il fait beau, petite mer calme, et puis d'un coup, on voit des nuages immenses qui barrent la route, et ça, c'est un phénomène qui est permanent. Ou alors, autre changement de mer, par exemple, quand on entre dans les mers du Sud, là, on Elles sent sont réputées que... pour être assez dangereuses, il me semble. Ouais, on sent qu'il y a de l'énergie en fait dans l'océan parce que c'est un endroit de la Terre où en fait il y a des dépressions qui passent en permanence, donc des tempêtes qui passent les unes après les autres. Et l'océan est entraîné par tout ça, donc il y a des vagues assez importantes. Et puis en fait l'océan est pas vraiment est pas bloqué par une côte, par un pays, et donc il tourne comme ça en permanence. Et donc cette énergie elle reste quasiment en permanence. Et là il y a des vagues, une houle quasiment toujours de 4 mètres au moins. Ça peut aller jusqu'à 10 au Cap Horn. Il y a des albatros en permanence. Ouais. Enfin, ouais, il y a tout qui change. Comme quoi, la mer, c'est pas monotone, quoi. Ouais, Ça ouais. varie Et puis vraiment. il y a des îles, des fois, paumées au milieu de nulle part, au milieu de l'Atlantique, au milieu du Ça doit être rassurant de Pacifique. voir un petit bout de terre de temps en temps Ouais, pendant ça. des jours et des jours. Moi, c'est un truc que j'ai vécu, mais juste une fois, mais le fait d'avoir de la mer à 360 degrés autour de toi, Ouais, je l'ai vécu sur une petite traversée entre la France et la Corse, et c'est vrai que c'est quand même assez saisissant ouais. comme sentiment, quoi, d'être entouré d'eau et de rien voir à l'horizon. Ouais, et puis la nuit, quand il y a les étoiles, en fait, selon où on se trouve dans le monde, forcément, elles changent un peu, elles sont pas placées au Ouais. même endroit. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait tout le tour du monde, mais j'ai vu que les Sables d'Olonne, on va dire comme ville, j'ai visité que ça. C'est Sables d'Olonne, tour de l'Antarctique, et on remonte. Et en fait, tout le long du parcours, je traçais un trait pour voir en face de quel pays j'étais. Les petits Et poitiers donc, et un tout. peu dans ma tête, je me suis dit, ah bah là, j'étais en Inde, là, j'étais au sud du Japon. Enfin, j'avançais comme ça, un peu en m'imaginant les pays aussi. Et c'était chouette, ça. Alors en parlant de l'Inde, justement, je viens de prendre un nouvel objet, c'est un guide du routard de l'Inde du Nord. Et alors, derrière ça, donc c'est un de tes objets, Stéphane, Oui. il y a une histoire un peu étrange. Tu as été accusé d'espionnage. Oui, oui, j'ai cru que Qu'est-ce que c'était c'est une que cette blague. histoire? Non, mais alors il y a une partie de l'Inde, celle qui est près du Bangladesh, du Bhoutan, où les gens, tu sais, nous, sont de passeport indien, mais sont physiquement très clairement pas des Indiens. Et ils se sentent pas indiens, eux. Et donc, tu as plein d'endroits sécessionnistes en Inde, on n'en parle pas trop. Tu as même des frontières circulaires. Ouais. Tu as des villes qui ne sont pas en Inde et qui sont dans l'Inde. Mm. Juste des villes, parce qu'elles ont obtenu leur truc. Et donc, c'est un peu tendu par là-bas. Je pense bien que nous, on est allés faire notre truc, ce qui n'est pas une bonne idée. Va au Rajasthan, tu risques rien. Ouais. Va à Jaipur, tu risques rien. Mais dans ces parties-là, on n'imagine pas. Mm. C'est bolosement, après que les Anglais soient partis, ils ont dit c'est l'Inde. Mais ça n'avait jamais été l'Inde. Et ils se sont toujours rebellés. Il se trouve que c'est de notre faute. Pour assurer la sécurité, à l'époque, le GSM n'était pas génial. On avait des téléphones satellites. Interdits. C'est de notre faute. Mais on s'était dit, on prend le risque. Au cas où. Au cas où. C'est de notre faute. Ça, c'est notre erreur de base. Et on a tous des codes. Parce que c'est très cher, les liaisons satellites. Mm. C'est pas comme un truc SMS gratuit. Hein. À l'époque, c'était 15 € le SMS. Mm. Ouais. Je parle d'un vieux monde. T'imagines le forfait, Donc quoi. voilà. Donc, moi, on avait tous des codes. Donc, moi, c'était HH1, moi, par exemple. Bon. Et du coup, imagine les militaires indiens qui voient une équipe de télé qui s'envoie des SMS par Ouais. satellite Ah bah avec oui. des codes bizarres. Ils nous sont tombés dessus. Bon. Et en pensant qu'on aidait les indépendantistes. Bon. Parce qu'on utilisait les mêmes téléphones satellites qu'eux. Donc ils vous arrêtent Ils nous arrêtent. Au début, on au se prend poste. une blague. Ah, c'est plus qu'au poste. Et les militaires. Et ensuite, ils nous prennent notre passeport. J'aurais pu mettre le passeport dans la valise. Quand quelqu'un te prend ton passeport, tout change. Ouais. Le passeport, c'est ta vie quand tu Ouais. voyages. Tu ne peux pas sortir d'un pays. Voilà. Donc, quand quelqu'un te prend ton passeport et l'emmène, c'est fini. Ta situation se complique. Ouais. Comment ça va se terminer, tu sais pas. C'est le moment où il faut s'inquiéter. Tant que tu as ton passeport, tu le montres, tu le récupères, c'est gagné. Mm. Quand tu le montres, qu'on le prend, qu'on l'emmène, Ouais. Ah, tu sais que t'es foutu, C'est t'es parti. plus personne en T'es fait. plus personne. T'as plus d'identité, t'as plus rien. personne, tu peux plus partir Ouais, surtout. ouais. Et ils ont gardé les passeports, et il y avait des militaires, alors c'était un peu folklorique, et au début on a cru à une blague. Mm. Et puis ensuite on a été vraiment accusés. Comment t'as réussi à négocier avec eux? Comment ça s'est C'était très terminé tout ça? compliqué, très long,
c'était absurde. Ils nous ont relâchés en gardant 3 personnes de chez nous pendant 3 mois, hein, ça a été Ouais. très long. Donc nous, on a quitté le Oh pays. waouh! Enfin, on n'a même pas quitté le pays, on a quitté la région, on a continué en Inde, mais dans une partie où en Inde, ils étaient contents de nous voir. Parce que c'est aussi très régionalisé. Et les 3 qui sont restés ont eu des vrais problèmes. Et moi, lorsque j'ai dit mais vous croyez vraiment que je suis un espion Et le mec a dit, mais bien sûr, monsieur, je crois vraiment que vous êtes un espion. Et c'est vrai qu'il y a dans l'histoire 2 animateurs de Ça télévision aurait pu alors. connus qui Ouais. étaient des espions. Un Français, très connu, et puis un Américain, très connu, qui était un qui était service spéciaux français, je ne sais plus comment ça s'appelle, le SDEC, je ne sais plus, et l'autre qui était au CIA, à la CIA. Ils sont très connus, le créateur de Géopardy, etc. Bref, donc sur des milliers d'animateurs, 2, peut-être plus, hein, Ouais, ouais. qui sont vraiment des espions. T'aurais pu être l'un d'eux, quoi. J'aurais pu être l'un d'eux, il l'a cru, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus, à un moment j'ai fait un geste, ou un machin, et le mec était persuadé que j'étais un espion. Complètement dingue. Complètement. Et il a fouillé mon portable, etc. Mais bon, Alors, C'est fou. je vais passer à un autre objet. Je vois un beau tournevis. Je sais de quoi il s'agit. Il me semble, Violette, que c'est à toi, cet objet. Oui, bah, c'est pour expliquer un peu que, en fait, quand on se trouve dans le bateau, on a tout pour réparer tout ce qui peut casser en mer sur 3 mois. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avant le départ, on va vraiment se poser les questions de est-ce que je prends 2 tournevis ou 3 tournevis? Et on va se demander ça avec tous les domaines Ouais. de la technique. Donc à la fois le composite, à la fois le textile, tout ce qui est boot, les voiles. Corde, Oui, oui, cordage. pardon, c'est les cordes. Ou réparer les voiles, enfin, le moteur, parce qu'on a un moteur qui nous permet de créer de l'énergie à bord, l'électronique. En fait, on va vraiment avoir bah, tous les outils, tous les composants. C'est en fait la préparation des sacs, c'est une grande partie de la préparation. Bah, même, je pense, quand on part comme ça, c'est de se dire chaque chose emportée. C'est du poids en plus dans le bateau, Ouais. c'est du poids que je vais devoir porter au fur et à mesure de ma course parce que à chaque fois que je fais une manœuvre, il faut que je déplace les sacs. Mais donc c'est du poids que je vais porter, mais d'un autre côté, ça peut me sauver la vie si je casse telle pièce, quoi. Ouais. Donc, ça t'est déjà arrivé de réparer des trucs en plein milieu de la course? Ah oui, 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 ça arrive tout le temps. En Ah fait, oui, c'est ça fait vraiment partie du jeu, c'est de réussir à arriver avec le bateau le moins cassé possible Ouais. et quand il y a un problème, de le gérer tout de suite pour pas que ça s'empire. Et donc, ça m'est arrivé de réparer la colonne, donc ce qui me permet de démultiplier les forces à bord de mon bateau. Donc, il y a le winch où on tourne comme ça Impressionnant. et la colonne qui permet d'avoir encore plus de force. Et ça, je l'ai réparé moins de 10 fois jusqu'à abandonner de la réparer parce qu'elle C'est était quoi la vraiment pire cassée. chose qui puisse casser sur Bah, un bateau? je pense c'est avoir un trou dans le bateau, l'incendie ou alors perdre le mât. Ça veut dire qu'on arrête la course, quoi. Ouais. Alors, je t'ai vu dans une vidéo, justement, perché tout en haut de ton mât, en plein milieu de la mer, en train de réparer. Qu'est-ce que tu réparais à ce moment-là? Ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'est parce que j'avais une pièce sur ma voile d'avant qui a lâché, qui a cassé et donc il fallait que j'aille en récupérer. On en a plusieurs accrochées au mât. Il fallait que j'aille récupérer celle qui était tout en haut, pour remplacer la pièce. Donc ça s'est passé dans des conditions assez faciles. Et la deuxième fois, c'est parce que ma grand voile est tombée, donc la voile la plus importante du bateau est tombée en bas, parce qu'il y a un lashing qui a cassé, donc c'est un petit cordage Ouais. qui a pas tenu. Et là, pour le coup, j'avais pas le choix d'y aller dans des conditions faciles ou pas. Il fallait que j'y aille tout de suite maintenant. Et il y avait 1 mètre, 1,50 m de houle, pas grand-chose. Mais en fait, ça suffisait pour que le bateau, il roule. Et dans le mât, je me suis fait un peu peur. La deuxième fois, c'était un peu... Ouais, mais t'es harnaché, enfin, t'as un baudrier, tu vas pas Oui, comme ça, quoi. on a des systèmes d'escalade, en fait. On a un baudrier d'escalade et on monte sur une corde avec un système de pédales, en fait. Ouais. Mais je bougeais énormément. Tu t'entraînes de toute façon avant, j'imagine. Enfin, Ouais, mais tu le j'étais fais pas pas comme assez- ça pour la première fois. Si, c'est la première montée au mât, c'était la première fois que je le faisais en solitaire, comme ça, en course. J'avais fait en faux solo avec quelqu'un qui est à côté. Mais T'as eu là, peur? c'était... ouais, un petit peu. Ouais. J'avais peur de rester bloquée là-haut. Ah oui, de Et pas pouvoir redescendre et ouais, d'être. c'était ma plus grande peur, c'est que le système de le descendeur bloque ou qu'il y a un truc. Du coup, j'avais pris une autre corde avec moi pour faire un autre système D. Ah En ouais. fait, il faut toujours penser au plan B, plan C. Et puis, si ça casse, qu'est-ce que je fais après, quoi. Ouais. Et tu t'es déjà senti en danger à ce moment-là, du coup, ou c'est La deuxième fois, ouais. Ouais. J'ai cru que j'allais me Parce qu'il y avait casser. 1,50 m et tout. Et... Oui, je me cognais dans le mât, en fait. En fait, 1,50 m, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait, quand t'es à plusieurs mètres de haut, forcément, en fait, ça bouge beaucoup plus. Bah, le mât, il fait 28 mètres de hauteur. Et du coup,
Dès 4 mètres, de toute façon, ça Ouais, commence c'est ça. déjà à bouger. Et c'est pas un truc où je pouvais vraiment m'harnacher autour du mât serré parce qu'il y a plein de câbles sur le mât. Donc, je devais décrocher, me raccrocher, me décrocher, me Ouais. raccrocher à chaque passage de câble. Et donc, ma Faut pas montée, avoir le vertige, elle quoi. m'a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup de peur. Et c'était une des journées les plus dures du Vendée. Les plus effrayantes. Et toi, Stéphane, est-ce que tu as déjà eu des moments, des jours où tu t'es vraiment senti en danger? Alors, danger, nous, on a parfois des problèmes de sécurité, tu vois. Alors, il y a eu en Inde une année, alors il y avait eu énormément de pluie pendant la mousson, et on a démarré un programme avec des éboulements, l'Himalaya vraiment qui s'effondrait. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je suis sur la route avec des éboulements pendant que tu roules, comme dans un D'accord? film. Ouais. Tu vois, où tu roules, tu vois Et que ça, tu tu vois vois que ça la montagne s'effondre, qui se donc tu décroche, quoi. accélères, tu prends des cailloux sur le toit du camion, comme ça, et tu roules, et parfois, blam, c'est bloqué, etc. Alors c'était très impressionnant, on a dû arrêter la course, il y avait des bus, alors c'est l'Inde, hein, donc l'Inde tout est x10. Il y Ouais. avait des Là, le bus qui système roulaient dans le d'hélico. fond, il y avait des cadavres qui passaient, qui étaient secouris par les gens. Enfin, c'était un phénomène énorme, hein. C'était la montagne, c'était littéralement qui avait perdu complètement à cause des pluies diluviennes. Et on devait rejoindre le départ de la course au sommet de la montagne, à Gangotri, un lieu saint, départ du Gange, qu'on n'a jamais pu atteindre. On a une équipe qui a été, bon, il y avait des éboulements. Et donc, on décide de lancer la course à mi-parcours, voilà, avec les moyens du bord. Bon, et des candidats un peu effrayés quand même. Et on descend du coup. Et puis ça continue en fait à tomber. Ouais, ouais. Donc on a dû quand même arrêter la course. Et il a fallu, et ça c'était impressionnant, je prétends c'est 18 autres, hein, mais donc imagine, tu as une route au bord de montagne, tu as un éboulement complet, donc la route est barrée par des morceaux de cailloux qui tombent. Et là, la seule possibilité, c'est de passer sur ces cailloux qui glissent. Au fond, tu vois des camions, des cars, des machins, des voitures qui ont été écrasées. Alors les gens quand même se débrouillent, hein, font des petits chemins dans le truc, on essaie de sécuriser, très vite ça s'organise, les gens des montagnes sont étonnants pour ça. Et on passait avec des candidats plus ou moins effrayés, t'en avais qui jouaient les matamores, t'en avais qui étaient terrorisés de trouille, il fallait passer le matériel, on avait je sais plus 150 flight cases, tu sais, Mm. passer les Ouais. caméras qui sont Ouais, eux. bah, tout le Donc, parce que matériel de nous, tournage, quoi. les candidats ils passent, il fait passer un caméraman avec sa caméra, le pied, etc. Donc, bon. Et on avait loué des voitures de l'autre côté pour continuer Ouais, ouais. la course. Bon ça, c'est pas du tout prévu, on fait tout pour assurer la sécurité absolue, puis à un moment, il faut s'en sortir. Ouais. Et puis ensuite, ça continue à tomber régulièrement. Et des cailloux qui tombaient, etc. Donc, je peux dire que là, lorsqu'on était descendu en bas, Non, mais c'est l'enfer. voilà, on C'est était, infernal. T'es content d'arriver, quoi. voilà, t'es content d'arriver. Donc la nature, c'est très Soulagement. particulier parce que tu peux vraiment pas maîtriser. Après, bon, l'insécurité, il y a des pays plutôt insécures. Donc là, on fait plus ou moins attention. Alors, tu as l'instinct. On a heureusement des gens très rodés pour ça. On engage des anciens militaires, etc., qui veillent sur nous, Mm. des locaux et des Français, des gens incroyables, qui dans n'importe quel pays du monde sont capables de sentir quand ça tourne mal Ouais, ouais, quand ça se et aussi, voilà, quand ça sent le roussi. Parfois, tu sais, c'est juste une manif. C'est pas forcément de l'insécurité. Parfois, nous, une fois, pareil en Inde, barrage. Les candidats sont dans un bus. Tu as des bus privés, des bus publics en Inde. ouais, Donc, bon, ouais. tu sors là sur un bus et il y a un barrage. On comprend pas trop, c'est parce que c'est. En fait, on se rend compte que c'est des manifestations contre ces bus privés. Et le gars de sécurité, ils n'ont pas le droit d'intervenir à l'image. Ils sont derrière, sauf danger. Et là, les candidats sont là, regardent la manif, et le gars de sécurité rentre, prend les candidats, les fait sortir du truc, bon, nique le plan, hein, parce que ça ne sera jamais monté. Et on sort, et brutalement, le bus a été pris à partie, et les gens ont tapé dessus, ils ont pris feu, etc. Oh là là. Donc ça, Dieu merci, tu vois, on a des anges gardiens dans la Ouais, course ouais. qui veillent sur Ouais, j'ai nous. l'impression que vous êtes plutôt sous bonne protection. Ah oui, oui, oui. Et c'est rassurant. Et tu Ouais. sais, alors, ça arrive pas souvent, hein, mais dans quelques pays d'Afrique, dans quelques villes, en Afrique, c'est très sûr, sauf quelques villes. L'Amérique latine, pareil. On a des gardes du corps qui sont derrière les candidats dans des voitures de Ouais. sécurité, au cas où. Qui attendent. Ça fait tellement, tu vois, Non, mais tant mieux. Juste après, là, on a un nounours. Un joli petit nounours, et il me semble que c'est ton objet, Ouais. Violette. Mais alors, qu'est-ce que c'est ton... Enfin, c'est un porte-bonheur, c'est... Ouais, en fait, c'est le nounours du bateau, du nouveau bateau, parce que donc j'ai fait, je parlais beaucoup du tour du monde, donc sur un bateau, on va dire, ancienne génération. Et là, depuis 2025, depuis l'arrivée du Vendée Globe, j'ai eu la chance d'intégrer un projet complètement dingue parce que Bravo. c'est un projet dont je rêve depuis toute petite. Qu'est-ce que c'est? C'est le projet Initiative Cœur. Et en fait, il y a plusieurs sponsors, mais
l'objectif, c'est de naviguer et pendant qu'on navigue, de sauver des enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Et donc ça, c'est le petit nounours vraiment qui représente la cause et qu'on a toujours à bord avec nous. Et là, cette année, j'ai navigué donc avec Samantha Davis, qui est une grande navigatrice anglaise. Et elle a fait 6 tours du monde et 4 éditions du Vendée Globe. Et donc, j'ai navigué avec elle en tant que coéquipière pendant toute l'année 2025. Et là, depuis quelques semaines, c'est officiel, je récupère la barre du bateau Initiative Cœur. Donc, je prends la suite de Sam Davis. Elle va continuer de me coacher et de m'aider sur toute cette saison. Et donc, je vais pouvoir naviguer sur ce très beau bateau qui est, pour le coup, qui est un bateau un peu plus nouvelle génération, donc avec des enjeux sportifs d'une autre catégorie, on va dire. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, je vais pouvoir naviguer pour cette association et c'est juste trop chouette parce que c'est le projet dont je rêve depuis que je suis toute petite. Et je me suis beaucoup inspirée d'eux quand j'ai monté mon projet. Et là, aujourd'hui, en faire partie, c'est incroyable. En fait, tu me dis que c'est un truc qui t'inspire depuis que tu es toute petite, mais tu as commencé la voile à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. 7 ans. Ouais. Il me semble que tu as fait la traversée de la Manche en optimiste Ouais, ça, c'était un peu plus tard, à 15 ans. à 15 ans. Ouais. L'Optimiste, c'est un tout petit bateau qui fait 2 mètres. Mais c'est une coque de noix, quoi, C'est avec un petit juste truc qui se remplit d'eau et tout, et on se retrouve dans les cargos. J'étais avec un bateau accompagnateur derrière, Mais c'est un bateau, ouais, en fait, il faut s'imaginer. La Manche, c'est quand même un passage hyper oui. emprunté par les cargos, par des navires de marchandises, etc. Et toi, tu es sur un petit bateau qui fait quoi? Un optimiste en long, ça fait Ben, 1 c'est mètre 50, 2 mètres? 2,30 m et c'est surtout un bateau qui est fait pour naviguer proche de la plage ou juste devant le port. Et Ouais. là, on l'a vraiment emmené en haute mer, on va dire, parce qu'au milieu des gros cargos qui me voient absolument pas, du coup, il fallait bien faire attention, passer derrière chaque cargo. Et en fait, au tout début, je voulais faire ça au passage de Calais, Ouais. là où c'est le plus resserré au niveau de la Manche. On n'a pas eu les autorisations. Trafic. Parce que trop de trafic, c'est des zones qui sont interdites pour des plaisanciers ou quoi. Enfin, il y a plein de règles. Et du coup, on a dû décaler cette traversée entre l'île de Wight et Cherbourg. Et sauf que le parcours était 3 fois plus long. Donc, c'était beaucoup plus important comme défi. Et je me souviens que je suis partie à 3 heures du matin, de nuit. C'est un bateau qui n'est pas du tout fait pour naviguer de nuit. Donc, j'étais avec des lampes, avec un GPS collé dessus. T'as des vents constants ou alors ça change dans la Manche? Parce que Ça change quand même un peu. Par exemple, au milieu, je me suis retrouvée dans du vent assez fort et à la fin, pas de vent. Donc la fin a été très, très lente et au milieu, il y avait tellement de vent que en fait, je remplissais mon bateau d'eau. Donc il faut être en permanence en train d'écoper. Et à un moment donné, je me dis: «Mais là, je vais trop galérer» parce que à 2 reprises, je me suis retrouvée avec le bateau enfourné, donc ça veut dire quand le nez plante dans l'eau, et donc il se remplit à ras-bord, il est à fleur d'eau, et là il faut se mettre debout, prendre 2 écopes et écoper le plus rapidement possible pour faire remonter le bateau. Et ça prend vachement d'énergie, et ça m'est arrivé à 2 reprises, 20 minutes d'écart. Je me suis dit: «Waouh, ça va être long», et c'était 15 heures cette traversée de la Manche, mais c'était, je pense, le premier projet qui m'a donné un peu le goût de l'aventure, Le goût de de me dire, l'aventure. en Si tu fait, devais donner des conseils justement à des jeunes qui ont envie de se lancer à l'aventure, ça serait quoi? je pense que ce serait de commencer par des petits défis. Parce que arriver sur le Vendée Globe, Ouais, c'est énorme. c'est l'Everest, quoi, de la voile. Mais en tout cas, commencer par déjà une traversée de l'Atlantique. Ça, il y a des projets une course qui existe, la Mini Transat. On est sur des petits bateaux de 6,50 m, et moi, c'est ce que j'ai fait à 18 ans. Et C'est solo ou c'est ça, à 2 ou? c'est en solo. Ouais. Et c'est vraiment ce défi-là qui m'a mis le pied à l'étrier pour la course au large, parce que on apprend tous sur un tout petit bateau. Et pour le coup, l'aventure est vraiment grande parce qu'on doit partir traverser l'Atlantique, quoi. Et il y a tout un système de qualification où on progresse. Et ça, c'est des projets qui sont pas mal pour commencer. Oh là là, non mais c'est incroyable. J'ai un dernier petit objet pour toi, Stéphane. C'est une pochette de secours. Oui. Parce qu'il t'est arrivé un accident, il me semble. Oui, ça arrive. Alors, de toute façon, il faut toujours faire attention à la sécurité, tu sais. Hein. Effectivement, moi, j'étais apprécié ce que tu racontais sur le fait qu'il faut réparer le bateau, mais il faut aussi penser aux petits bobos qu'on peut avoir. On a, Dieu merci, des médecins sur la course qui veillent sur nous en permanence, parce qu'encore une fois, toi, tu parles de sous en solitaire. Nous, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui vivent leur aventure, mais pour qu'ils vivent leur aventure,
voiture, il y a 130 personnes autour qui, elles, travaillent et on fait tout pour que ce soit le plus facile, le plus sécure, le plus organisé possible. Et- C'est une énorme ouais. machine. Hein. Et alors cet accident, il survient où Ah, quel, bon, dans quel non, parce que c'est, en fait, non, bah c'est une bêtise. La vidéo, elle est disponible quand même. oui, C'est la vidéo, hyper c'est impressionnant. oui. Tu es en train de Alors, conduire un un tuk-tuk, tout une. petit monde Ouais, d'incompétence. ouais. En fait, si tu veux, au départ, je suis un honorable motard, je suis un bon conducteur, je suis un honorable motard. Et du coup, le tuk-tuk, je me suis dit que ça devait être assez simple. Et en fait, c'est des tuk-tuk locaux qui n'ont pas de frein sur les roues, qui n'ont pas de transmission sur les roues, de la nacelle. Et donc, quand tu coupes les gaz, bah, ta moto, elle s'arrête, mais pas ta nacelle. C'est une basique, tout essai de charisme, pour moi, ça n'était pas. Donc, quand je coupe les gaz, bah, ma nacelle, elle t'emmène parce qu'elle continue à rouler. Donc, du vrille à gauche. Je ne savais pas, alors, on voulait faire un effet joli. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express. Et la caméra, et je voulais faire un effet, tu vois, de zoom compensé. Voilà, donc, la voiture qui accélère, ma moto qui s'arrête. Enfin, c'était le truc. Et donc, je coupe violemment les gaz. Et en coupant violemment les gaz, je n'étais pas vite, hein, bah, la moto s'arrête, mais pas la nacelle. Et donc, je pars vraiment violemment sur la Oh moto. là là, ouais. Et il y a Et avec le visage en sang et tout. Hein, non. Donc voilà, je me Complètement suis dingue. donc si tu veux, mais comme j'ai fait un peu de course automobile, je me suis pris quelques boîtes dans ma vie. Et donc, et comme je suis pas bien motard, si tu veux, quand tu prends une boîte en course automobile, tu as ton harnais, tu as un truc de sécurité, tu sais que ça va taper, mais tu dis, je vais faire Ouais, du ouais. tôle. Et je me suis dit exactement la même Tu vois. chose. Donc, je t'assure, j'ai pas eu peur parce que j'étais naïf. Je me suis dit, bon, ben voilà. Puis il y a on prend une l'adrénaline boîte. qui prend un coup aussi. Ouais, surtout de la méconnaissance qu'on pouvait se faire très mal en moto quand on prend un 4x4 dans la tronche. Mais ça va, tu vois, je suis là. Bon, bah parfait. Alors, en dernier objet, j'ai un super livre voilà, qu'a écrit Violette. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est ton carnet de bord, en fait, non? Ouais, en fait, dedans, pendant mon Vendée Globe, j'avais mon carnet et tous les jours, j'écrivais un petit mot et je faisais un petit dessin. Et donc ça, on a pu vraiment le retranscrire à l'identique dans le carnet. Donc ça, il y a tout dedans. Je raconte déjà comment je suis arrivée jusqu'à cette course. Et puis après, je raconte la course en elle-même. Et pour moi, c'est la seule chose qui peut raconter vraiment dans toute l'intégralité de mon aventure, avec mes émotions, avec ces 90 jours. Enfin, c'est vraiment, au-delà de tout ce qui est les petites anecdotes, c'est là-dedans qu'on peut vraiment, je pense, comprendre comment on se sent quand on est en mer tout seul. Donc, mon premier Vendée Globe, pardon, carnet de bord, Violette d'Orange. C'est aux éditions Gallimard et c'est déjà sorti, on peut Ouais. évidemment l'acheter. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour cette belle émission. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Stéphane, on vous retrouve bientôt sur Top Chef. Oui, Top Chef, Pékin vont arriver Pékin, voilà. bientôt, effectivement, ça arrivera C'est ça. très très bientôt. Tout ça, c'est ma routine. Très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous accueillir. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode de Dans ma valise.